Le monde qui prétendument a été binaire nous encaissons une première défaite. Je le pense. Le monde n'a jamais été binaire. Lorsque je disais tout à l'heure que même les populations qui ont été réduites en esclavage appartenaient à des sociétés qui elles-mêmes étaient complexes. Ce n'était pas juste des Noirs qu'on met en esclavage. Il y avait, sur le continent africain, il y avait, alors on le sait très clairement parce que les documents et les archives d'époque en témoignent, le niveau de développement du continent africain était équivalent au niveau de développement du continent européen et du continent asiatique. Donc les archives en témoignent. Donc ça n'est pas une question de, il y avait un continent supérieur qui s'était mieux développé que d'autres et qui a dominé un autre. Non, il y a cette pratique de la traite de l'esclavage qui très rapidement, d'une certaine façon, s'est industrialisée parce que l'Europe était, à un moment, elle n'a pas été la première à pratiquer l'esclavage, la traite de l'esclavage sur le continent africain. Elle n'a pas été la première. Simplement, elle arrive à un moment où elle-même est en plein développement de son système capitaliste, des recherches, de l'industrie, des techniques. Elle est en plein développement et elle organise l'activité économique de façon plus rationnelle. Donc, alors que la traite transsaharienne, par exemple, elle était épisodique, elle était inégale, elle était irrégulière, la traite européenne, elle sera organisée et régulière. Pas parce que les Blancs sont plus méchants, mais parce que l'Europe est à un moment où les sciences se développent, les techniques, la recherche, la navigation s'est développée, il y a contact avec d'autres sociétés, connaissances, bon, je ne vais pas refaire, le compas, la boussole, les chiffres, etc. Donc, l'Europe arrive dans ce système de traite à un moment où elle-même est en train de développer son économie et de la rationaliser. Et elle va appliquer ce développement et cette rationalisation à cette activité de traite. Donc, c'est pour ça que ça prend cette ampleur. C'est pour ça que ça se systématise. C'est pour ça que ça peut durer aussi longtemps. Et vous avez ce que Marx appelait la superstructure, Marx. Ça me rajeunit. Ce qu'il appelait la superstructure, c'est-à-dire toute la pensée qui va se construire au-dessus de ça. Et dans cette pensée qui se construit au-dessus de ça, il y a effectivement la suprématie blanche. Il y a effectivement la hiérarchie et l'inégalité des races. Il y a tout cela. Donc moi je dis que je continue à refuser le concept de suprématie blanche. Je refuse de le valider. Par contre, j'entends effectivement que le monde, en tout cas ceux qui ont dominé le monde, se sont pensés blancs, supérieurs, en suprématie et autorisés à dominer le monde. Aujourd'hui, ceux qui viennent, excusez-moi de le dire avec un peu de brutalité, mais ce sont des malades qui viennent à la télévision parler de suprématie blanche. C'est juste une question de pathologie, ça relève des psychiatres. Alors c'est dangereux et ça fait des dégâts considérables dans la société. Mais ce n'est pas un objet d'étude scientifique. Vous n'allez pas vous mettre à étudier la suprématie blanche. Vous allez vous mettre à étudier le pouvoir qui s'est pensé sur la suprématie blanche. Les instruments de domination qui ont été conçus sur la conception de la suprématie blanche, les meurtres qui ont été commis, you are speaking of KKK, les meurtres qui ont été commis sur le fondement de cette suprématie blanche, mais on ne peut pas venir valider la suprématie blanche. Bon, par exemple, parce que c'est quand même... Bon, voilà. Donc, parce qu'il y a quelques semaines, on entend une femme politique dire à la télévision la suprématie blanche, elle a juste un immense problème. Parce que rien qu'avec ses yeux, elle devrait voir autre chose. Or, elle vient dire ça, donc elle a juste un problème qui ne relève pas de mes compétences. C'est la réparation. Ouais, vous êtes très désordonnés, hein. Vous, c'est la discorde, la dispute, le désordre. Je vous aime. Bon. J'avoue que pour vous, j'ai un penchant terrible. Vous faites bien, merci. Moi, c'est une parenthèse de ma vie. J'avais une vie avant, j'en aurai une vie après. Et pendant ma vie de maintenant, je m'autorise quand même encore pas mal de choses. Sur la réparation. Alors, effectivement, il y a la réparation symbolique qui n'est pas négligeable. Parce que je vais vous dire, pour ma part, en 1998, c'était le 150e de l'abolition, la deuxième abolition française de l'esclavage.
Et j'ai participé, moi-même j'étais députée, j'ai engagé des tas d'actions, rencontres, invité des tas de chercheurs, rencontres, réflexions. L'angle que j'avais choisi moi, c'était quelle a été la créativité de cette période. On connaît la violence, on ne discute pas de l'injustice, mais on ne dit pas assez que cette période a été d'une effervescence en termes de créativité extraordinaire. Parce que les gens qu'on a transformés en bêtes de somme, en cheptels, ou dont le code noir disait que c'était des meubles, étaient des personnes. Et en tant que personnes, elles ont résisté, elles ont inventé des modes de résistance tout à fait originales, elles ont découvert les nouveaux univers. Ces personnes qui ont été capturées en Afrique, déportées dans les Amériques et découvrent notre univers, elles ont appris à connaître cet univers, à le maîtriser, à l'interroger, à en tirer des plantes pour l'avortement, des plantes pour l'empoisonnement du bétail, à en tirer des façons de se nourrir, de s'habiller, de se loger. Donc c'était des personnes, même sur la plantation, ces personnes-là inventaient des façons de travailler ou des façons de ruser. Même dans l'habitation, tout près du maître, les femmes notamment inventaient des façons de survivre. Donc moi j'étais intéressée par la créativité de ces périodes et de ces personnes-là qui ont vécu, qu'on ne doit pas prendre de l'état de meubles prétendus à des totems figés, des statues, des sculptures. C'était des gens qui ont souffert, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont été désespérés, des gens qui sont suicidés, mais des gens qui ont ri aussi, des gens qui ont chanté aussi, des gens qui ont dansé, donc des gens qui ont inventé. Et c'est ce que j'ai voulu faire moi. Et puis je suis allée dans d'autres colloques, et dans ces colloques, il y avait un dolorisme affleurant très fort, très vif, qui au départ m'a beaucoup dérangé. Et je respecte les gens, donc quand les gens expriment des choses, je fais attention. Je me dis que ça m'agace, ça m'énerve, enfin il doit y avoir une raison qui conduit la personne à faire comme ça. Et donc j'ai été attentive. Et je me suis rendu compte que, notamment des personnes de génération, des quinquagénaires, des sexagénaires, étaient confrontées à une souffrance insupportable. Ces personnes n'avaient pas appris cette histoire à l'école, comme moi, parce que les générations n'ont pas appris, le découvraient comme ça un peu dans l'espace public. Donc encaissaient le choc de nos ancêtres ont été des esclaves. Et ces personnes se sont mises d'une certaine façon à hurler, même lorsque c'était chuchoté, à hurler. Mais il faut qu'une parole solennelle vienne se poser sur ça, pour dire que nos ancêtres n'étaient pas des bêtes de somme, n'étaient pas des meubles, n'étaient pas... Et ainsi a surgi la revendication de la reconnaissance du crime contre l'humanité. Et ma première réaction a été de dire, mais c'est absolument insensé, du point de vue de l'éthique, qui nous unit, nous, les êtres humains, partout. Du point de vue de cette éthique, c'est évident que c'est un crime contre l'humanité. Quelle est la nécessité de cette parole pour dire que c'est un crime contre l'humanité? Jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, je finisse par comprendre que, d'une certaine façon, ça ferait partie de la thérapie. Qu'il y avait un besoin qu'une parole solennelle dise ce qui a été pratiqué par les États n'était pas un système économique, c'était un crime contre l'humanité. C'est pour ça que j'ai porté ce texte-là, je l'ai écrit. Et cette reconnaissance symbolique, j'ai perçu à quel point elle était importante. J'ai perçu aussi la demande de réparation à l'époque. Et je ne savais pas non plus comment traiter cette demande de réparation. Parce que moi, je ne renonce jamais à la complexité des choses. Et la complexité, c'est que les choses se sont entremêlées. Voilà. Il y a eu des luttes, des engagements de fraternité en Europe. Il y a eu aussi des complicités sur le continent africain, il y a eu des résistances, il y a eu de la docilité. Moi, j'admets la complexité des choses. Et je m'interdis de juger. Et je me suis dit, oui, il y a un besoin de réparation. Mais quelle est la nature de cette réparation? Donc, dans le texte de loi, j'avais introduit la création d'un comité chargé de réfléchir, de travailler, de faire des propositions sur la réparation. En actant que la reconnaissance solennelle était déjà une première forme de réparation, c'est la réparation symbolique. Mais qu'il y a lieu de réparer autrement, ce que nous faisons aussi avec l'enseignement et la recherche universitaire. C'est aussi une réparation. Puisque c'est faire revenir, faire émerger dans la connaissance, dans le savoir et dans la transmission, cette part de l'histoire qui était complètement occultée. Donc il y a là aussi une réparation. Un oubli délibéré, volontaire, organisé. Et puis, il y a la réparation matérielle. Alors, il y a eu des revendications à l'époque de réparation financière. Moi, immédiatement, et aujourd'hui je continue à le penser,
je récuse toute forme de réparation financière individuelle. Parce que j'estime que ce serait donner corps à une évaluation de la souffrance humaine, que ce serait considérer qu'on peut solder pour tout compte la réparation pécuniaire de la violence infâme et indicible qui a été infligée à ces personnes-là, et que finalement on s'inscrit dans la logique d'un système qui est un système marchand, alors que c'est la logique de ce système marchand qui a nourri le système de la traite et de l'esclavage. Donc je continue à refuser ça. Pour autant, je pense qu'il y a des inégalités économiques, il y a des exclusions structurelles qui sont directement issues à la fois du système esclavagiste, mais aussi du mode de sortie du système esclavagiste. Le mode de sortie du système esclavagiste a consisté à laisser en l'état les appropriations foncières qui ont eu lieu dans les sociétés où il y a eu de l'esclavage, à laisser en l'état la domination des maîtres esclavagistes, à laisser en l'état la capacité de ces maîtres à se constituer comme oligarchie financière, à laisser en l'état l'écart en termes d'accès à l'information, à l'éducation, aux métiers, aux responsabilités, et même parfois tout bêtement aux libertés de celles et ceux qui venaient du système de l'oppression esclavagiste et de celles et ceux qui ont mis en œuvre cette oppression esclavagiste. Donc ce mode de sortie fait qu'il y a des inégalités criantes. Il y a de la propriété foncière qui n'est pas répartie. Il y a une inégalité d'accès, je viens de le décrire, donc à des métiers. Donc le sujet se pose. Donc moi je refuse la réparation financière, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit en termes d'enveloppe à des pays en termes de réparation du système esclavagiste. Par contre, je le pensais déjà, je le pense encore, il y a un effort particulier à faire en concevant globalement et budgétairement des politiques publiques, éducatives, culturelles, artistiques, qui permettent de financer de la recherche sur ce qu'ont été les arts pendant toute cette période-là et ce qu'ont été les créations artistiques, ce que l'éducation, ce que la connaissance du monde doit aujourd'hui à cette période et à ce que ces peuples opprimés, ces individus esclavagisés en produit. Ce que, y compris les religions, ce que les religions ont tiré de cette confrontation entre la religion dominante, à l'époque c'était la religion catholique, les premières puissances esclavagistes c'était l'Espagne catholique et le Portugal. Et on sait que il y a les religions dans les Caraïbes et les Amériques sont principalement des syncrétismes. Bon, alors depuis une vingtaine, une trentaine d'années, il y a les machins millénaristes, évangélistes qui arrivent. Je ne suis pas spécialement savante de ces machins-là, bon, mais on voit ces religions-là qui migrent, hein, qui arrivent et qui s'installent. Mais pendant l'esclavage et après l'esclavage, les religions dans ces territoires étaient des religions syncrétiques. Et ce qui est apparu, c'est que, par exemple, deux choses qui sont extrêmement édifiantes. Une, c'est que les cultes, par exemple, le vaudou, el candomblé, la santeria, Cuba, tout ça, ce sont des cultes où il y a eu une ruse avec les idolâtries que produisent les religions, et notamment la religion catholique. Parce que la pleine saint, avec des petites statuettes, des joues roses, des visages sympathiques. Et dans cette idolâtrie, on a vu que les objets de culte, chez les esclaves, les objets de culte étaient faits sur 2 étages. Il y avait au-dessus le saint catholique. Donc ils étaient en paix avec le prêtre, parce que le prêtre, le sabre et le goupillon, hein, le prêtre a contribué de façon significative à la domination, à l'oppression. Donc ils se mettaient en paix avec le prêtre en ayant le saint catholique, et juste en dessous, ils avaient leurs esprits, de leur culte, de leurs ancêtres. Ça, c'est quelque chose d'édifiant. Donc ils ont réussi, pour survivre,
Donc avoir la paix avec la religion qui domine et qui est l'allié des oppresseurs, mais en même temps ne pas renoncer à eux-mêmes, à leur culture et à leur culte, ils ont fait quelque chose, une superposition qui est devenue après une espèce de machin. De sorte que dans ces sociétés, c'est pas compliqué, ou plutôt c'est compliqué. Les gens vont à la messe le dimanche. Le vendredi, ils vont chez on appelle ça le gados, c'est-à-dire le sorcier. Les mêmes personnes qui pratiquent la religion catholique vont chez le sorcier, alors qu'il y a eu un affrontement, un affrontement très dur entre la religion dominante et les survivances des religions africaines. Et dans ces sociétés-là, c'est très naturel, c'est très pacifique. Les gens allient le paganisme le plus absolu, c'est-à-dire qu'ils ont des pratiques gastronomiques, rituelles, culturelles, de loisirs qui sont complètement païennes. Ils vont voir le sorcier pour se protéger de la malfaisance de leurs voisins de palier ou de leurs voisins de bureau. Et puis ils vont à l'église où ils jurent à Dieu que d'abord ils ne font pas de péché et ensuite ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Donc, et les gens viennent avec tout ça, je vous garantis qu'ils ne sont pas fous. Je vous garantis qu'ils ne sont pas fous. Donc, moi j'en viens. Alors, je ne vais pas gérer. Je ne combine pas ces trois pratiques. Aucune des trois d'ailleurs. Bon, mais ça ne se dit pas. Voilà, j'en viens. La deuxième chose édifiante, mais je vois que mon chef de cabinet est en train de s'inquiéter pour le reste de mon agenda, de la journée, mais il n'avait qu'à ne pas remplir mon agenda de la journée comme il l'a fait. Hein? Il a bien de la chance. C'est pour ça que je supporte tout ça. Il exécute ses méfaits tous les jours. C'est tous les jours que l'agenda est juste inexécutable. Et je l'exécute tous les jours. Bon. Donc la deuxième chose édifiante, c'est que on a retrouvé, alors, le Brésil par exemple, on prend le Brésil. Le Brésil est passionnant, vraiment. Le candomblé, bien entendu, mais Zumbi de Palmares, voilà, le Pernambuco, enfin tous les quilombos, d'accord, tout ça c'est absolument passionnant. Ça a duré un siècle quand même, hein. Ça a duré plus d'un siècle. Il y a des communautés de nègres marrons qui ont vécu un siècle entier sans pouvoir être repris ni par les autorités ni par les bandeirantes. D'accord? Bon. Le Brésil a ceci encore en particulier d'intéressant, c'est que au Bénin, qui a été la terre d'origine du vaudou, il y a des cultes qui sont encore pratiqués au Brésil dans une langue que les Brésiliens ne comprennent pas. Donc les prêtres de ce rituel ont des prières qu'ils récitent dans une langue que les Brésiliens ordinaires ne comprennent pas, peut-être que les prêtres les comprenaient. En tout cas, ça s'est passé au début du 19e, 1880, au début du 20e siècle. Les prêtres ont ces prières, et des prêtres sont revenus au Bénin parce qu'il y avait eu un grand événement. Et il s'est avéré que ces prières étaient dans une langue béninoise qui, elle non plus, ne se pratiquait plus, mais il y avait encore des traces de ces langues et des chercheurs qui connaissaient ces langues. C'est-à-dire que c'est le Brésil, société où a abouti la traite et l'esclavage d'Africains, c'est le Brésil qui ramène au Bénin une partie du patrimoine béninois. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Il y a certainement des tas de choses à comprendre derrière ça, mais c'est cette transmission orale. Cette transmission orale de prières, de langues. On dit d'ailleurs qu'il y a des responsables de culte qui, volontairement, lorsque les captures se faisaient, et que massivement des groupes de personnes d'un même village ou d'un même ensemble étaient capturés, on dit, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas il y a des travaux de chercheurs qui l'affirment, qu'il y a des personnes, des autorités spirituelles, donc des prêtres, qui se sont joints aux autres pour les accompagner. Ça ne me paraît pas absurde. Je pense par exemple à la Deuxième Guerre mondiale, aux enfants lisieux. On sait que leurs enseignants ont choisi de les accompagner. En Pologne,